Madame, Monsieur, bonjour. La campagne électorale devrait être essentiellement médiatique du fait de la menace du Covid. Elle a été grâce à une soixantaine de radios, 6 télévisions et une cinquantaine de journaux. À présent, la dernière ligne droite de ce processus électoral qui s'achève aujourd'hui. Après l'expérience inédite de la présidentielle de 2016, la HAC, l'OATB et les autres médias du Bénin convient une fois encore les formations politiques en compétition pour les communales du 17 mai à un exercice dialectique. Un plateau avec les 5, un débat durant 90 minutes sur les thèmes de grande préoccupation dans les 77 communes du Bénin. 5 thèmes à savoir la démocratie locale et la participation citoyenne, le partenariat commune-État pour le développement à la base, la promotion de l'économie locale, les communes face aux ODD et la coopération décentralisée. La règle, exposer à chaque prise de parole ses principales idées sur la question posée en 3 minutes environ, en portant au besoin la contradiction. Bonjour, chers invités. Bonjour. Amis auditeurs, auditrices, chers téléspectateurs, avec moi pour assurer la modération, Latifou Boni de E-Télé. Latifou, bonjour. Marie-Léa Himadjro, bonjour. Bonjour à tous. Mesdames, Messieurs, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, l'UDBN, est représentée sur ce plateau par Jules Léandre Kiti, le parti du Renouveau démocratique, PRD, par Gracien Laurent Aromenou. À Foscori, pour un Bénin émergent, FCBE, on est avec Adeyemi Clément Kouchadé. Lazare Serrueto porte ici la voix de l'Union progressiste UP. Et puis, le parti Bloc républicain BR a pour représentant dans ce débat Donat Jean-Claude Rousseau. Chers invités, bienvenue. Merci. Merci. Comme l'a dit Marie-Léa Himadjro, les règles du jeu pour chaque thématique, vous aurez chacun 3 minutes. 5 thématiques en tout. Une exigence, précision et concision, messieurs. Commençons par cette préoccupation de la démocratie locale et la participation citoyenne. Julien Kiti, la démocratie à la base est un enjeu majeur, tout le monde le sait, enjeu majeur de la décentralisation. À l'UDBN, comment comptez-vous promouvoir une vraie démocratie dans nos communes à travers, bien entendu, l'implication des citoyens dans la gestion, une gestion inclusive et apaisée par ailleurs au sein des conseils communaux? Merci M. Boni et merci à tous. Je voudrais d'abord saluer tous les militants UDBN qui, en ces temps de pandémie du Covid-19, sont en train de battre campagne en respectant, et ça c'est très intéressant de le dire, les mesures barrières, contrairement à d'autres scènes déplorables que nous observons. Avec d'autres partis, j'espère qu'ils vont corriger. Alors, pour en revenir à votre question, je pense même que la démocratie à la base et puis la participation citoyenne sont même à l'origine de la décentralisation. Et donc, aujourd'hui, ici, après 17 ans, on repose la question, ça veut dire que le constat sur le terrain, c'est qu'on n'en est pas encore là. Au niveau de l'UDBN, le constat que nous avons fait, le diagnostic que nous avons posé, c'est que nous sommes plutôt à la base en train de végéter encore dans la démocratie représentative. Je m'explique. Vous avez le maire qui se prend pour le président d'une république dans la République. Il est président du conseil communal et chef de l'exécutif. Alors que, et c'est ce que nous suggérons et nous pensons faire lorsque nous allons contrôler les mairies, c'est qu'au niveau du village, du quartier de ville, les populations puissent tenir, les élus puissent tenir leur conseil, obtenir les aspirations de la population, les aspirations profondes, en présence du CA qui les porte au niveau du conseil d'arrondissement. L'intéressant ici, c'est qu'au niveau du conseil communal, il n'y a plus de risque qu'une décision soit prise et qui soit à l'antipode des aspirations de la population à la base, avec la participation des canaux de communication à la base, les associations, les radios locales et tout, pour que entre les deux acteurs que sont les élus, qui sont donc les offreurs de redevabilité, et les citoyens, ils puissent avoir une participation active, parce qu'on ne fera jamais le bonheur des populations à la base à leur place. Malheureusement, c'est ce que nous constatons. Mais avec l'UDBN, on va avoir des communes où nous avons des élus compétents, des cadres compétents, bien encadrés avec des experts. L'application des tests va s'y ajouter. Et puis, on va avoir donc la démocratie à la base et nous allons avoir la participation citoyenne, des gages de véritable développement local.
Alors, au niveau du PRD, Gratien Laurent Aramenou, qu'avez-vous prévu pour revivifier, on pourrait le dire ainsi, revivifier la démocratie à la base? Merci M. Boni. Militant du PRD, peuple béninois tout entier, je dois dire d'entrée que le PRD s'inscrit dans une logique, la logique de la continuité, doublée d'une performance qu'on recherche à travers les services de base qui sont rendus aux populations. Donc, au PRD, nous continuons dans la même lancée que ce que nous faisons, puisque nous avons de l'expérience en la matière, et en plus de ça, nous allons améliorer nos prestations sur le terrain. Cela dit, pour revenir au terme, démocratie locale et participation citoyenne, il faut reconnaître déjà que les tests de la démocratie sont bien précis là-dessus, et ces tests prévoient deux mécanismes principaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle les plans de développement communaux ou les plans de développement municipaux. Et ces plans sont les lieux de la participation active de la population, où l'on sent la population s'impliquer dans les actions qui sont prévues. Les montants qui sont prévus pour la réalisation de ces activités sont de l'émanation de la population elle-même. Et le deuxième niveau, c'est le contrôle que confère la loi au peuple. Et à travers ce contrôle, le peuple exerce son droit sur la gestion qui est faite des ressources qu'il a mises à la disposition des élus locaux pour la réalisation des objectifs initialement prévus. Et donc, ces deux mécanismes montrent réellement que le peuple participe à la gestion. Et en plus de ça, nous avons que, à travers le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, où on a les OSC, ces OSC qui participent, n'est-ce pas, à ce que nous appelons la reddition des comptes, ces redditions de comptes qui permettent à la population, encore une fois, de vérifier par elle ce qui a été réalisé. Et nous avons également la gestion collégiale, c'est-à-dire que personne n'est lésé dans ce qui est fait au niveau de nos conseils communaux. Donc, le maire, contrairement à ce qui est prévu par la loi sur la décentralisation, où le pouvoir est concentré entre les mains du maire, il y a une gestion qui se fait de manière à ce que tout le monde se sente concerné par ce qui est fait. Et donc, la population, nos militants, ont la possibilité d'aller vérifier par eux, au niveau des services de comptabilité et autres, ce qui est fait. Et donc, on sent qu'il y a une démocratie participative à la base. Voilà ce que le PRD va faire. Et ça, dans la suite logique de ce qu'il a commencé depuis à peu près 17 ans. C'est ça. Alors, Adeyemi Clément Kouchadé, vous êtes de la FCBE. Donc, au sein des conseils communaux, votre parti compte-t-il organiser cette participation citoyenne, par exemple, rendre accessible aux OSC et aux autres citoyens les documents administratifs et financiers tels que la loi l'a prévu? Oui, merci Madame Yemadroudjo. Je voudrais aussi, puisque c'est mon tour, remercier et saluer les militants du parti FCBE, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Le parti FCBE qui reste le seul parti de l'opposition qui, dans sa projection, pense que la restauration de la démocratie reste notre unique objectif. Et nous pensons que, en dehors de ça, nous pensons qu'il est utile de viser plusieurs objectifs. Un des objectifs, c'est contrôler un certain nombre de mairies. Le second objectif, c'est rendre, comme le veut notre Constitution, rendre cette élection nationale, en faisant en sorte que les élections de 2021 soient notre leitmotiv, parce que nous devons avoir autant de maires pour avoir nos représentants à cette élection. Donc, votre objectif, ce n'est pas le communal, c'est la présidentielle. Vous savez, on a rendu cette élection nationale à travers plusieurs dispositions, les 10%, il y a également la question de parrainage. Donc, cette élection a été nationale et nous pensons qu'on pourrait rester local et malheureusement, nous avions voulu que ce soit national. Et
pour preuve, c'est ce débat que nous avions, que la HAC a initié, et qui, malheureusement, ne prendra pas en compte les spécificités de chaque localité. Mais comme nous sommes là, nous allons essayer de voir un peu ce que nous pensons par rapport à la démocratie locale et la participation citoyenne, telle que vous le voulez, en termes de thème. Oui. Pour ce qui concerne la FCBE, les mairies qui seront contrôlées par la FCBE vont permettre à ce que les citoyens soient impliqués réellement dans la prise de décisions importantes. Comment? Particulièrement, nous allons au-delà des conseils communaux, au-delà des membres du conseil local, notamment les chefs de village et quartiers de ville. Nous devons installer des cadres de concertation qui permettront au niveau local d'envoyer les informations vers le conseil communal. De la même manière, nous devons faciliter le suivi de la mise en œuvre de la politique communale par les citoyens et y compris les OSC. Nous devons également organiser la participation citoyenne à travers l'accès aux différentes informations, notamment les informations financières. C'est vrai qu'il est difficile réellement de lire un certain nombre de documents, mais si les documents sont disponibles, je crois que les citoyens peuvent avoir accès facilement. Nous devons également faire régulièrement la reddition de comptes telle que la loi l'a prévu, et il est important de mettre en place un système de gestion qui permet d'avoir une communication interne afin d'éviter les différentes destitutions que nous observons au niveau des conseils communaux. Bien, on vous a compris. Lazare Sekwetor, nous sommes à vous. À présent, une saine émulation démocratique, sur quel levier on appuie, donc au niveau de l'UP, sur quel levier on appuie? Disons que la loi qui nous permet de mettre en œuvre la démocratisation n'est pas encore complètement appliquée. Par exemple, les organes infracommunaux, notamment les conseils de village et les conseils d'arrondissement, ne sont tenus presque nulle part. Et c'est déjà une lacune importante qu'il faut combler. Parce que ça aurait pu permettre aux élus au niveau des villages, aux élus au niveau des conseils communaux, au niveau du conseil communal, qui ne participent pas disons, à l'exécutif et qui ne participent pas parfois aux réunions de la municipalité, d'apporter un peu plus qu'il ne faut actuellement. Il faut dire aussi que nous avions voulu que le peuple participe au pouvoir. C'est pourquoi on a parlé de décentralisation. Mais la réalité, aujourd'hui, c'est que l'éducation de ce peuple n'a pas suivi. Au point où aujourd'hui, les gens peuvent accéder aux documents, mais ne savent pas qu'ils peuvent accéder aux documents. De sorte qu'à l'intérieur des conseils communaux, à l'intérieur des communes que l'Union progressiste aura à contrôler, nous allons organiser de ces concertations qui permettraient à chacun et à tous de savoir qu'ils ont la possibilité de participer non seulement aux sessions du conseil communal, mais aussi d'accéder aux documents qui seront naturellement mis à disposition. Il faut insister aussi sur le fait que les corps intermédiaires, les groupements villageois, les organisations de la société civile, les minorités au sein du conseil communal, que ce soit les amis de l'opposition ou d'autres qui pourraient être en minorité, devraient évidemment voir leurs droits consolidés, leurs droits sauvegardés. Voilà ce que nous pensons faire essentiellement pour faire revivre davantage la démocratie à la base. D'accord. Alors, vous disiez tantôt que les conseils de village ne sont pas tenus. Par exemple, à ce niveau, vous faites quoi concrètement? Est-ce que c'est au niveau des tests qu'il faut agir ou il faut rendre cela obligatoire et si possible passible donc de sanctions, en tout cas de compte rendu à la tutelle? Les textes existent déjà. Il s'agit pour les partis politiques de jouer leur rôle. Parce que lorsque les partis politiques présentent des candidats et que ces candidats sont élus dans un conseil de village ou qu'au niveau d'un arrondissement, ils peuvent participer au conseil d'arrondissement, il s'agit pour les partis d'accompagner leurs militants pour qu'ils sachent que c'est tout aussi important de participer au niveau villageois qu'au niveau arrondissement, qu'au niveau commune. Parce que les populations n'ont pas élu pour qu'on porte juste le titre d'élu. Les populations élues pour qu'on serve à quelque chose.
On peut passer au bloc républicain. Alors, le suivi des projets, la lutte contre la corruption et une cohésion interne au niveau donc des conseils communaux. Qu'est-ce que le BR a prévu à ce niveau? Tout d'abord, je voudrais rappeler que le bloc républicain a une vision, a une boussole et surtout un projet de société pour chacune des 77 communes de notre pays. C'est pour cela qu'un diagnostic sans concession a été réalisé pour faire des propositions concrètes, des propositions qui doivent nous permettre de mettre en œuvre des thérapies de choc pour améliorer la gouvernance locale, pour le mieux-être des populations à la base. Effectivement, en parlant de corruption et tous les thèmes que vous avez évoqués, on les retrouve évidemment dans le grand titre démocratie locale et participation citoyenne. Pour le bloc républicain, ces deux concepts sont intimement liés et indissociables. C'est deux faces d'une même pièce et c'est comme ça que nous l'avons traité. Donc, dans toutes les communes, la proposition du bloc républicain, à travers ça, c'est de mettre en œuvre dans toutes les communes qui auront à leur tête des maires du bloc républicain, ce que nous appelons la conférence communale de participation citoyenne. Conférence communale de participation citoyenne. CCPC, qui va fonctionner comme une véritable assemblée locale pour la promotion de la démocratie locale par l'implication des populations à la base, dans le processus, évidemment, de prise de décision, et qui revient un peu aux différents points que vous avez évoqués tout à l'heure. Au sein de cette CCPC, on doit retrouver des élus locaux, on doit retrouver des représentants de toutes les couches socio-professionnelles de la commune. Je veux parler des représentants de jeunes, des représentants de femmes, des représentants des artisans, des représentants des confessions religieuses, des organisations de la société civile, etc., avec deux points importants à souligner. C'est-à-dire, avant la première session ordinaire du conseil municipal, le CCPC doit permettre au comité communal de lui rendre compte de tout ce qui a été fait jusque-là, d'écouter les difficultés qui remontent de la base pour prendre en compte dans cette décision et cette desiderata et ces conclusions. Deuxième point, avant la première session budgétaire, le CCPC doit donner au conseil communal les éléments de priorité affichés au niveau terrain pour que ça soit pris en compte dans le budget orienté pour l'année suivante. Bien. Voilà concrètement ce que propose le BR pour ce sujet qu'on évoque. Alors, monsieur, le talon d'Achille de la décentralisation au Bénin jusqu'ici, c'est bien évidemment la promotion donc des économies locales, la faible mobilisation des ressources propres dans les communes. Quelle est votre stratégie? On va commencer par la FCBE. La FCBE, pour renverser cette tendance, quelle est votre stratégie? Merci beaucoup. Comme vous l'avez rappelé, que la difficulté des communes aujourd'hui, c'est le problème de recouvrement des ressources. Ce dossier est très important pour la FCBE qui pense qu'il est utile de penser à d'autres formes de ressources parce que vous n'êtes pas sans savoir que à un moment donné, les réformes ont dû atteindre un certain nombre de dispositions que les mairies ont mises en place. Et je veux prendre comme exemple le déguerpissement. Vous savez qu'il y a beaucoup de mairies qui vivent donc de l'installation de ces bonnes dames au bord de la voie. Et les laisser s'installer. Oui, mais justement, je vous dis que c'est pour cela qu'il faut penser à d'autres formes de ressources innovantes. Et c'est pour cela que le parti FCBE pense à des projets pourvoyeurs d'emploi et à des projets qui peuvent nous permettre d'avoir des ressources
innovantes. Donc je pense qu'à ce niveau, il faut de l'imagination au niveau de un certain nombre de mairies pour que nous ayons la possibilité d'avoir plus de ressources en attendant que l'État puisse en mettre à disposition, puisque ça, effectivement, c'est le talon d'Achille des mairies. Est-ce que par rapport justement à cette imagination, à ces projets qui vont concourir aux nouvelles sources de revenus, si vous voulez, est-ce que la FCVA a déjà travaillé ou bien elle pense quand même qu'il faut de l'imagination? Nous pensons par exemple au projet de valorisation des sites touristiques. De tels projets doivent permettre d'avoir, de pouvoir à certains emplois et dans la même tendance, on peut avoir donc beaucoup de ressources à travers les visites et à travers un certain nombre donc, de dispositions que la mairie va mettre en place pour que aussi bien ceux qui sont les utilisateurs puissent profiter de ces ressources, la mairie également doit pouvoir en profiter. Sans compter que nous aurons à mettre en place un certain nombre d'investissements qui pourront nous permettre d'avoir des ressources supplémentaires en dehors des ressources actuellement disponibles. Adeyemi Clément Kouchade, je reste avec vous. Lorsque, par exemple, il y a une commune qui dispose de carrières de sable, est-ce qu'il est envisagé que vous, à la mairie, à la tête donc de la mairie, la FCBE puisse quand même amener des partenaires qui, pourquoi pas, vont faire de la transformation, produire évidemment du matériel de construction avec ce sable-là, quitte à donner du travail aux artisans de cette commune peut-être? Tout ça se négocie avec l'État central. Du sable, ça fait partie du patrimoine de l'État. Et donc, s'il y a un certain nombre de... si on arrive à exploiter ce sable, naturellement, aussi bien la mairie que l'État central doivent en profiter. Moi, je suis un exemple. Vous avez 2 grandes usines de production de ciment qui se trouvent sur les terres de Pauwet. Et là également, nous devons savoir vraiment comment ça s'exécute, comment ça se gère. Et donc la mairie a beaucoup de choses à faire à ce niveau. Et en plus, nous avions beaucoup donc, de sable que nous pouvons traiter autrement. Donc effectivement, la terre n'appartient pas forcément à la commune. Une fois qu'il y a de la mine, forcément l'État doit en profiter. C'est une piste à explorer. Oui, on va passer à Lazare Serruto-Lupé. On a parlé bien évidemment de la mobilisation des ressources. On a aussi parlé de la promotion, bien évidemment, des économies locales. Moi, j'ajoute la sécurisation de ces ressources mobilisées. 4 vues, Lupé. Oui, au niveau de l'UP, nous sommes convaincus qu'il faut tourner davantage le regard vers la production. Parce que lorsque nous prélevons chez le citoyen, nous prélevons et nous sécurisons ce qui est prélevé, c'est un aspect de l'affaire. L'autre aspect, c'est que quand vous observez aujourd'hui les budgets des communes, vous avez très peu de budget d'investissement propre au niveau des communes. Et même si le programme de développement communal met des priorités, par exemple le tourisme ou l'agriculture ou autre, la commune réfléchit très peu, les conseils communaux ont réfléchi très peu jusqu'à présent sur quel est l'apport de la commune, quel est l'apport du conseil communal pour qu'il y ait plus de production, pour qu'il y ait beaucoup plus d'unités de production qui s'installent dans les communes et qui profitent de ce qu'il y ait des ressources au niveau local, que ces ressources soient transformées de manière que des richesses soient créées. C'est dans la création des richesses au niveau local que la question de pauvreté et les questions d'emploi peuvent se régler. C'est dans la production des richesses au niveau local que nous pourrions, disons, avoir de meilleures ressources pour les communes et les sécuriser à travers le guichet unique et tout ce que vous voulez. Donc, nous avons fait 17 ans de politique politicienne au niveau des communes. Et c'est pourquoi, si vous avez suivi le discours d'ouverture de la campagne du président à Monsou, il a insisté sur 2 objectifs. Premier objectif, l'économie locale, la promotion de l'économie locale. Vous faites cela comment? La promotion de l'économie locale, à travers ma critique de ce qu'on a fait jusque-là, vous voyez très bien ce que nous envisageons faire. C'est-à-dire que les communes doivent se concentrer un peu plus sur les conditions à offrir aux entreprises qui viennent s'installer. Les conditions à offrir, je prends un exemple, le monde paysan. Pourquoi est-ce que
en matière de semences, les communes ne peuvent pas s'intéresser un peu plus à la mise à disposition de semences? Pourquoi est-ce que les communes ne peuvent pas se mettre un peu plus en relation avec le ministère de l'Agriculture, avec les ministères qui s'occupent de la production, pour que les choses que l'État central offre, que les communes puissent faciliter l'accès à ces choses-là par les citoyens de ces communes, de manière à ce qu'au niveau de la commune, la production puisse, disons, s'accélérer. On a fait la réforme, par exemple, au niveau de l'agriculture, on a les ATDA aujourd'hui. Mais la relation entre les conseils communaux et les représentants de l'ATDA au niveau des communes, ces relations devraient devenir plus dynamiques. C'est pareil au niveau de l'économie numérique, c'est pareil au niveau du tourisme, c'est pareil au niveau des grands secteurs dans lesquels le Bénin produit sa richesse aujourd'hui et les communes devraient jouer un rôle beaucoup plus actif. Et nous avons estimé, si vous aviez suivi le discours du président Amonsou, nous avons estimé que le service des affaires économiques aujourd'hui doit cesser d'être un service de vente de timbres pour devenir un service de contact avec les ministères de production, les ministères qui permettent... Vous cessez de collecter les timbres, de collecter donc... Non, il faut cesser de ne faire que ça et passer à la production des richesses. Alors, avez-vous au BR un schéma différent? Est-ce que les populations auront droit à des modèles de financement innovants, par exemple? Alors, le Bloc républicain a anticipé en commanditant ce que nous appelons une étude de cartographie nationale des potentialités économiques de chacune de nos 77 communes. Il y a presque un an que nous l'avions fait, qui nous permet donc de voir quelles sont les spécificités de chaque commune. Et le choix du BR, par rapport à l'économie locale, est d'orienter vers leurs spécificités propres, sans compromettre la diversification évidente et inhérente à nos communes. Je vais illustrer par quelques exemples. Si je prends la commune de Niki et d'Abomey, l'économie locale pour nous sera orientée d'abord sur le pilier du tourisme. Évidemment, sans compromettre les autres, comme je disais tantôt. Deuxièmement, si je prends Parakou, par exemple, et Malanville, nous avons fait le choix d'orienter sur le transport, parce que c'est des axes importants de circulation de notre pays, et que, en termes d'économie locale, c'est très important pour ces communes. Si je prends Adjoum et Banikwara, évidemment, c'est sur l'agriculture qu'on va axer donc cette spécificité locale. Et Cotonou-Porto-Novo, effectivement, sur les services. Mais surtout, si je prends l'exemple de Lokossa, et qui me fait dire, Madame Yemadjiro, que vous avez tout à fait raison par rapport à votre remarque de tout à l'heure, c'est la commune de Lokossa, on orienterait son économie locale, par exemple, sur ce que j'appelle les produits de carrière. Vous avez parlé de sable, etc. Mais il faut faire avec l'État en ce moment. Il faut faire tout à fait avec l'État. Mais ce qu'on a constaté, je fus ministre des Mines il y a quelques années, j'ai constaté dans l'expérience sur le terrain que toutes les communes ne savaient même pas quels étaient leurs droits et leurs devoirs. Et qui découvraient par hasard qu'ils avaient cet axe qui devait leur revenir à telle proportion, à l'État central à telle proportion. Il n'y avait pas une volonté proactive pour aller chercher des investisseurs ou aller proposer des projets pour pouvoir trouver en face du répondant. Donc c'est tous ces éléments-là qui nous permettent, à travers ce diagnostic que nous avons réalisé, de pouvoir offrir à nos communes ce que j'appelle une boussole. Parce que nous ne voulons pas une navigation à vue. Nous ne voulons pas de la tergiversation et nous ne voulons pas de l'à peu près. C'est pour ça, bien sûr, que ce travail a été fait par anticipation pour aller sur les atouts réels de nos communes à travers d'abord une économie locale orientée sur des piliers sûrs. D'accord. La même question pour l'UDBN. Il s'agit donc de soutenir la croissance locale. Ça prend quelle forme chez vous? Merci Madame Yemadjiro. Je commettrai un crime sur ce plateau en ne faisant pas remarquer d'abord que, vous voyez, tout le monde est intervenu et on a tous peint un tableau noir de 17 ans d'expérimentation de la décentralisation.
observez que tous les autres partis politiques représentés sur ce plateau ont eu des maires sous d'autres formes, aujourd'hui en nom, qui sont en train de gérer ces communes. J'ai été heureux de constater que c'est eux... Vous avez le beau rôle, Non, parce non, que pas vous du tout. l'UDBN. Mais l'UDBN, vous faites quoi concrètement par rapport à la je promotion? suppose que vous ne voulez pas m'empêcher de constater, de faire remarquer que l'UDBN n'est pas en train de dire qu'on n'a participé à rien. L'UDBN a été en position de donner des conseils, de suggérer des choses à travers ses leaders. La présidente de l'UDBN, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, a été dans son action, a joué un rôle très déterminant pour que des maires soient élus. Ils l'ont reconnu devant moi. Aujourd'hui, ils n'ont pour tout bilan que de citer les réalisations du gouvernement, d'un gouvernement, heureusement, qui sait prendre ses responsabilités. Donc, constatez que le dimanche, le 17 mai, les populations savent le choix qu'il faut faire pour qu'on ait une thérapie de choc. Il ne suffit plus de créer d'autres organes dans les communes. Les lois sont connues. Je voudrais en arriver à l'économie locale, la promotion de l'économie locale. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut que chaque commune, ses potentialités soient identifiées clairement, sans fioriture. Et pour le faire, il faut envoyer des hommes compétents, des jeunes et des femmes compétents dans les conseils communaux. Et c'est ce que l'UDBN a fait en ne faisant pas du remplissage sur les listes, en choisissant des gens qui seront à même d'être des développeurs et non ceux qui, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, n'avaient pour toute ambition que de porter le titre de maire. Ok, donc, Alors, à part les hommes de qualité, oui. Le projet c'est quoi pour la croissance locale? Très bien. Le projet pour la croissance locale, c'est quoi? C'est d'abord de produire une révolution agricole pour des communes qui ont des spécificités agricoles et éviter à ce niveau déjà l'urbanisation sauvage. Deuxième chose, la révolution industrielle qui est liée à l'autre. Parce que quand vous prenez la commune de Zakota par exemple, vous interrogez n'importe quel jeune, il vous dira, chez nous, on ne fera pas notre économie sans parler de l'orange. Ça pousse, on peut en produire. Vous avez vu un gouvernement passé, un régime passé, qui a tenté de créer des usines de transformation dans cette commune. Ça n'a pas marché parce que les conseils communaux n'étaient pas préparés à ça. Donc, c'est ce qu'ils vous ont dit? Non, je vous en prie. Je peux même vous dire que, je ne voulais pas le dire, moi j'ai eu la chance de participer à l'élaboration de plans de développement communaux de 2 communes, y compris celle dont je vous parle. Et j'ai compris qu'il faut aller à des choses concrètes pour que les collectivités locales puissent les appliquer. Donc, chaque commune a ses spécificités, on ne va pas les lister ici. Ensuite, il y a le challenge du tourisme. C'est vrai, il y a des communes qui ont grand potentiel touristique, mais tout le Bénin, si on réfléchit, si dans chaque commune, et c'est là seulement nous voulons suggérer, qu'on crée un organe, mais pas pour en faire un organe budgétivore, qu'on ajoute au service de planification et développement, la dimension recherche. J'ai l'impression que dans les communes, on refuse de réfléchir. Si on réfléchit, on va trouver des choses, des approches innovantes. Je finis sur l'économie locale en disant qu'il faut que nous ayons, et c'est ce que propose l'UDBN, une fiscalité douce et transparente. Il faut que les populations commencent par comprendre à quoi servent les ressources collectées. Ensuite, sur la base de quel barème on calcule les fonds, les taxes qu'ils doivent payer, et finalement, que de plus en plus, il y ait une bonne gouvernance pour que les populations n'entendent pas que le maire est destitué parce qu'il a détourné l'argent. Donc le citoyen, accusé parfois injustement d'être dans l'incivisme fiscal, va comprendre et spontanément participer à la création de la richesse. Et puisqu'on lui aurait permis de participer à la décision... Votre créneau file très vite, donc pour ne pas épuiser tout le temps que vous avez, on va quand même, voilà, on va laisser... Au PRD. Au PRD, comment veut-on transformer les atouts des communes pour déboucher sur des activités rentables? Merci, Monsieur Boni. Quand on fait un bon diagnostic, on constate que par rapport aux besoins de nos communes, les ressources sont suffisamment limitées. Et donc, il faut chercher des débouchés ou d'autres formes de sources de revenus pour les communes. Et pour cela, il faut donc remuer dans les potentialités de chaque commune.
Il y a des communes qui sont plus adaptées, par exemple, à l'agriculture plus que d'autres. Il faut donc former les producteurs. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, est-ce que la recherche, si vous voulez, le fait de vouloir remuer, ça se fait maintenant ou le PRD a déjà fait ça pour toutes les communes? J'en viens. Le PRD est là depuis. Et a eu des résultats probants. Et donc le PRD fait ça. Nous avons dans certaines communes à potentialité agricole, où les conseils de ces communes ont formé les producteurs à ce qu'ils puissent améliorer le niveau de leur production et les a aidés à chercher des débouchés pour qu'il y ait des revenus supplémentaires pour la commune. Et donc je disais que dans certaines communes, il y a un certain nombre de potentialités. Le tourisme, par exemple, est adapté à certaines communes. Et ce tourisme, je fais un clin d'œil à ce que fait déjà le pouvoir en place, où on cherche, n'est-ce pas, à développer ce secteur-là. Et donc, beaucoup de nos communes ont besoin d'avoir des gains à travers cette activité de tourisme. Et à l'intérieur aussi de certaines de nos communes, nous avons des potentialités culturelles. Par exemple, les danses, les chants, qui peuvent, disons, drainer le monde. Et nous avons, au niveau de certaines communes, des festivals qui sont organisés pour permettre, n'est-ce pas, d'engranger des ressources supplémentaires à nos communes. Il est impérieux aujourd'hui que nos communes doivent diversifier leurs sources de revenus et en puisant dans les potentialités qui existent dans ces communes-là. Et donc c'est ce que fait le PRD, c'est ce que fait le PRD davantage. Gracien Laurent Akwamenou, à vous écouter, vous, comme les autres invités, on a l'impression que tout le monde a la solution, mais où est-ce que ça échoue? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça n'a pas marché durant 17 ans? Bien, ça n'a pas marché à vos yeux, mais ça prend progressivement. On ne peut pas dire qu'au bout de 17 ans, on a fini de tout faire. Il faut aller progressivement, habituer les nôtres, habituer, n'est-ce pas, les populations à la recherche endogène de ressources. Et ça, les maires y travaillent pour que, progressivement, on puisse utiliser les ressources ou les potentialités qui existent dans nos milieux, histoire d'attirer des ressources financières. Et puis, autre chose, c'est que nous sommes dans une démarche où il faut négocier avec le pouvoir à ce que les tâches diminuent de manière à permettre, n'est-ce pas, qu'on draine vers les populations un certain nombre de ressources. D'accord. Adéani Clément Kouchadé, on se tourne vers vous. Le gouvernement a entrepris plusieurs réalisations depuis 2016, des réalisations dans le domaine de compétences des communes parfois. On peut citer l'asphaltage, la construction des marchés urbains, l'accès universel à l'eau potable, des marchés des territoires, Grand Nokoué, pour ne citer que ces éléments-là. Alors, comment capitaliser et pérenniser ces acquis tout en stimulant, en continuant de stimuler le transfert de compétences aux collectivités locales? Oui, merci beaucoup. Nous avions constaté avec amertume que ces affectations n'ont pas forcément suivi une règle stricte qui puisse permettre à chaque commune de bénéficier d'un certain nombre d'appuis de l'État. Et c'est ça que nous avions déploré au niveau de l'opposition, où effectivement certains mairies sont marginalisées parce que nous constatons que effectivement ces mairies sont gérées par l'opposition. Nous constatons également que au niveau d'un certain nombre d'affectations, il y a des difficultés. Et c'est pour cela, au niveau de l'opposition, au niveau de la FCBE, nous pensons que ce partenariat entre l'État central et les mairies existe. Mais malheureusement, mis à mal par les préfets qui sont peut-être sous ordre. Et là, nous pourrons parler des différentes destitutions que nous avions constatées au niveau des mairies. C'est les préfets qui font les destitutions, selon vous, Clément. Je crois qu'ils ont tellement de pouvoir qu'ils peuvent opérer les destitutions. Ils peuvent, donc vous le pensez, d'accord, mais ce n'est pas exactement ça. Et c'est ça que nous avions. Et vous constatez que dans certaines mairies, nous avions eu des maires qui sont restés intérimaires jusqu'à la fin de leur mandat. Ça, c'est pas normal pour une démocratie qui se respecte. Nous avions également
comme je l'avais dit, la marginalisation des maires de l'opposition, parce qu'il se fait que certains cadres, même dans le cadre de ces campagnes électorales, certains cadres vous disent, mais si vous n'êtes pas de la mouvance, vous n'aurez rien de l'État. Et ça, ça fait partie. Je ne vais pas dire de citer des noms, vous aurez certainement d'autres voix pour faire ces réclamations, mais pour en venir au projet financé par l'État central et qui se retrouverait bien entendu sur l'ensemble du territoire et donc dans les communes que, je l'espère pour vous, seront tenues par. C'est ça que je vous dis, qu'il se fait que les critères d'éligibilité des communes n'est pas connu de tout le monde. Vous avez parlé d'asphaltage. Le Grand Okoé a eu l'asphaltage. La commune de Pobert n'en a pas eu. Et la commune de Bemberek n'en a pas eu. Vous avez les cimenteries. Mais justement, mais je crois que les ressources de l'État doivent être distribuées équitablement. Et c'est pour cela, au moment où nous étions au pouvoir, il y avait eu un certain nombre de mairies qui étaient programmées pour avoir du pavage. Mais ça a été suspendu malheureusement. Et je pense que les blocages des budgets des mairies restent aussi un problème, puisque ça devait faire partie de la collaboration entre les mairies et l'État central. Malheureusement, la loi ne permet pas aux maires qui sont effectivement élus d'avoir vraiment assez de pouvoir que les préfets qui sont nommés. Et je pense que la solution, c'est de revoir notre loi sur la décentralisation qui pourra permettre de limiter le pouvoir des préfets. Et je pense qu'à ce niveau, les maires peuvent gérer efficacement nos cités. D'accord. Alors, collaboration avec l'État central, c'est vrai que la FCBE n'y croit pas trop. Au bloc républicain, il y a eu ces projets auxquels j'ajouterais bien entendu la santé, l'accès aux soins de santé, l'éducation, la mobilité rurale et urbaine. Est-ce que ce sont des points qui ont aussi fait objet donc de diagnostic, puisque vous semblez avoir un document sur donc l'ensemble de ces problèmes-là au niveau des communes? Évidemment, et merci de le rappeler, ce diagnostic sans concession que nous avons réalisé à travers ce document que j'avais montré tantôt, qui permet pour nous de mettre un projet pour chacune de nos 77 communes. Nous avons prévu, compte tenu de tous ces éléments de diagnostic que nous avons notés, de faire une thérapie, comme je rappelais en début de débat, de choc, en introduisant dans l'administration communale ce que nous avons appelé la direction de partenariat avec l'État central. La direction de partenariat avec l'État central, la DPEC. Cette direction va être constituée de 2 services. Un premier service qui sera dénommé le service de la tutelle, qui va s'occuper de tout ce qui concerne les relations fonctionnelles avec l'autorité de tutelle, qu'est le préfet, parce que nous voulons que les relations entre la commune et la préfecture soient excellentes. Donc ce premier service aura en charge de tout faire pour que ça fonctionne mieux. Deuxième service, c'est le service des relations avec les ministères. Vous avez entendu tout à l'heure par différents locuteurs les insuffisances entre les communes et les ministères, notamment au niveau des projets. Eh bien oui, nous avons décidé de mettre en place un service des relations avec les ministères qui comporte 2 divisions. Une division des plaidoyers et des négociations, parce qu'il faut que nos communes soient proactives. Il faut que nos communes aillent à la rencontre des ministères, aillent à la rencontre des projets. Et pour cela, il faut des spécialistes de négociation et de plaidoyer qui seront recrutés par les communes. Et puis, la deuxième division aura en charge les relations, je dirais, avec les ministères, dans le sens où tout ce qui est projet, qui est déjà prévu dans la commune, ce qu'on constate, c'est que les actions de pérennisation ne suivent pas forcément. Donc, il faut que cette division puisse être à l'origine, avec l'État central, de la conception même du projet et de sa mise en œuvre pour garantir des actions de pérennisation d'entrée de jeu, pour qu'on n'observe pas des choses affreuses qu'on peut voir dans le pays. Et puis, on voit que
cette deuxième division doit être intimement en relation avec les directions des services techniques des mairies. Donc vous voyez deux services, un avec relation avec la tutelle, deuxième service avec deux divisions, une division plaidoyer et négociation et l'autre avec les relations avec les ministères. Alors, Lazare Serhueto, vous de l'UP, au niveau du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA, il a recommandé pour le transfert des ressources publiques donc, aux collectivités 20%. On est autour de 5%. Comment faire pour aller à 10, 15, voire justement les 20%? Non, je pense que le problème à résoudre n'est pas un problème de taux de transfert, mais de choix des problèmes à résoudre. On a beau transférer des ressources à des communes, si ces communes n'ont pas les compétences techniques qu'il faut, si ces communes n'ont pas les ressources qu'il faut pour les résoudre, ça va être un transfert qui ne servirait à rien. Quand je prends Cotonou, je prends Porto-Novo, je prends les villes de la côte, le Grand Nokoué, comme on le dit. Au jour d'aujourd'hui, la mise en commun des efforts de ces villes-là, et puis l'intervention de l'État qui se fait aujourd'hui à travers la réorganisation de la collecte des ordures est salutaire. Et personne n'a évalué ce que ça signifie comme investissement, comme taux de transfert de ressources pour résoudre des problèmes réels. Donc la question n'est pas de savoir si on a transféré 20% ou 50%, la question c'est de savoir comment les communes se positionnent pour s'articuler avec les grands projets de l'État et tirer le meilleur profit possible en direction au bénéfice des citoyens. C'est de ça qu'il est question. Et au niveau de l'Union progressiste, notre vision est que les communes doivent situer aujourd'hui, dans le cadre qui est le nôtre, quelles sont leurs responsabilités pour faire profiter aux populations au mieux, les grandes réalisations du PAG. Prenons quelques exemples. Quand vous voyez la route qui quitte la nationale qui va vers Tangueta et qui traverse pour aller vers Boukoumbe, qui est bitumée aujourd'hui, la valorisation des produits agricoles de Boukoumbe ne se ferait pas s'il n'y a pas des bretelles qui sont ouvertes et qui sont reprofilées et qui sont entretenues pour que les gens puissent évacuer leurs produits sur la route bitumée de Boukoumbe d'aujourd'hui. C'est pareil pour la route qui quitte Ouegbo pour aller dans le Koufo. C'est pareil pour un certain nombre de grandes réalisations que nous avons aujourd'hui dans le pays. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que notre État central a pris à bras le corps un ensemble de grandes réalisations quand je parle de tourisme. Mais quand on va créer l'arène pour les danses masquées à Porto-Novo, l'arène pour les danses non masquées à Abomey ou l'arène de Niki, il faut bien que les communes puissent comprendre qu'il y a quelque chose à faire. Par exemple, si les arènes sont là, quelle est l'offre touristique? Si la commune, le conseil communal ne s'associe pas les privés, ne s'associe pas les associations, ne s'associe pas les artistes, ne s'associe pas les couvents de Vaudou ici ou de Orisha là, pour que disons, les danses masquées ou non masquées et autres puissent se performer, les touristes n'auront pas de produits. On aura construit ces choses. C'est pareil pour les stades que l'État a entrepris de créer dans 22 communes du Bénin aujourd'hui. Ces stades resteront ne seront pas animés si l'offre sportive ne répond pas. Oui. La même préoccupation sur le transfert des ressources, mais aussi sur le partenariat commune-État pour, on va le dire ainsi, la pérennisation des acquis. Merci. Il faut dire que ce partenariat État-commune existe. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que ce partenariat soit beaucoup plus fertile, en tenant compte des possibilités qu'offrent les communes. Et pour ça, l'État n'en tient pas compte pour l'instant. Et pour ça, il faut des compétences dans nos communes. Le PRD étant à l'œuvre, dites-vous que le projet Alphatage qui se réalise à Porto-Novo
ce n'est pas le gouvernement qui est venu pour choisir les artères. C'est bien les cadres techniques de ces mairies qui ont évalué avec l'aide des populations, dire voilà telle ou telle autre artère qu'il faut prendre en compte. Ce qu'il faut souhaiter dans cette relation, c'est qu'elle soit plus fertile et plus souple, que voyant que les communes n'ont pas assez de ressources, alors que les besoins sociaux sont très élevés, que comment appelle-t-on, l'État central puisse venir avec beaucoup plus de souplesse pour aider ces populations-là. On a forcément dans les communes beaucoup de besoins. Et j'ai dit également qu'il faut des cadres techniques. Et si vous allez dans ces communes-là, vous avez par exemple, avec le ministère de la Santé, que des constitutions soient faites et qu'on identifie que dans telle région, nous avons besoin de tel nombre de classes, etc., avec le ministère de l'Éducation, et que cela se fasse. C'est pour ça que je dis, il faut deux choses, que ces relations soient les plus fertiles possibles. Deuxième chose, c'est que nous ayons des cadres compétents. Et Dieu sait qu'au niveau du PRD, nous nous efforçons dans toutes les communes que nous gérons. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons inventer la roue. Elle tourne déjà. Et donc le PRD fait l'effort de mettre à la disposition des populations des cadres bien compétents pour les aider à identifier leurs besoins, les aider à identifier les sources de revenus pouvant permettre, n'est-ce pas, la réalisation, n'est-ce pas, des infrastructures qu'il faut dans ces milieux. Et donc, il faut que l'État aussi accompagne. Comment faire en sorte que l'État, justement, accompagne plus, par exemple? Que prévoit le PRD? Pour que l'État accompagne, c'est des relations de compétences, j'ai dit. Il faut des cadres compétents pour identifier et saisir les opportunités qui existent au niveau du gouvernement. Même au niveau à l'international, des opportunités existent que l'on peut saisir, mais il faut avoir le bagou qu'il faut. La FCBE pense par exemple que les relations État-commune sont souvent politisées. Ça, c'est la perception de la FCBE. Nous pensons que l'État doit faire l'effort pour que cela ne soit pas cela. Que l'État fasse l'effort pour qu'on sente l'appui de l'État aux communes et de façon réelle et réaliste. L'UDBN a présent sur la même question et au même moment aussi pour rattraper au chrono les autres intervenants. Merci M. Boni. J'avais dit au début de cette émission que tant qu'on ne va pas retourner à la qualité des ressources humaines, on va continuer à parler et il n'y aura pas développement local, il n'y aura pas véritable décentralisation. En clair, votre réponse au niveau de l'UDBN à la préoccupation, c'est la qualité des ressources humaines, point final. Non, vous n'êtes pas dans ma vérité à moi. Je dis, c'est le sous-bassement. Et les interventions des autres me confortent dans cette position parce que tout le monde parle de cadres compétents. Donc des élus bien choisis sur les listes comme nous l'avons fait. Ensuite, des cadres compétents et bien recrutés. Si le maire il est un bon développeur, il n'ira pas prendre les gens à tour de bras pour dire « je suis maire, venez tous là », même si vous n'avez pas les compétences. Cela dit, je voudrais dire, j'avais parlé d'une confusion que les maires font entre l'autonomie et l'indépendance. Nous sommes dans un État unitaire. Allez interroger les objectifs de départ de la décentralisation, vous allez comprendre que, en fait, la vision globale de développement du pays, c'est l'État central qui l'a. Et il faut des communes, des maires, pour s'arrimer à ça, non pas pour devenir des clochards, mais pour juste avoir la compétence de révéler les potentialités et les spécificités de leur commune. De sorte à ce que, et vous allez constater qu'ils sont d'accord avec moi là-dessus, les communes seront toujours prêtes pour que, quel que soit le projet qui vient dans cette commune, ce n'est pas possible que le projet soit fait et échappe aux aspirations profondes de la population. Et vous avez le développement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et lorsqu'on a passé 17 ans à observer ça, on va au charbon soi-même. Et c'est ce que nous voulons faire à l'UDBN pour donc rafler beaucoup de mairies. Et j'y crois. Deuxième élément, je vous ai parlé de bonne gouvernance. La question de transfert de ressources, selon moi, va se régler de façon presque automatique s'il y a de la bonne gouvernance au niveau des communes. Si les fonds sont bien gérés, si le DCC est bien appliqué, le développement conduit par les communautés, et la preuve de l'efficacité du DCC a été donnée par le projet PSDCC,
projet de service décentralisé conduit par les communautés, qui a été l'ancêtre de ACES, où on a pu avoir la possibilité de prouver que les communautés à la base, qui n'ont pas forcément le niveau des cadres et des maires, ont pu donner la preuve qu'on peut construire des modules de classe 3-4 avec le même montant qu'un maire utilise pour en construire un. Et ce qui amène, j'en aurais fini, je vous en prie, oui, en fait, le fait que l'État central ait été amené sous la rupture à réaliser un certain nombre de choses sur les plates-bandes des mairies, pour moi, est pédagogique. Ça permet le développement, c'est pédagogique, pour montrer qu'on peut faire de grandes choses. Et si les communes ratent l'occasion d'envoyer, les partis politiques ratent l'occasion d'envoyer des maires compétents et développeurs, c'est qu'au bout de quelques années, l'État va être découragé et peut-être qu'on va continuer à assister à la réalisation des choses à leur place parce qu'un État responsable ne laisse pas les gens incompétents naviguer à vue avec les ressources de l'État. Le chrono, Gilles Léandre. Alors, le créneau, et nous allons jeter un coup d'œil d'ensemble. Je crois que, chers invités, vous avez tous donc déjà fait 9 minutes sur les 15 dont vous disposez. Intéressons-nous à présent aux objectifs du développement durable. Comment pensez-vous intégrer les principes de l'agenda 2030 et les ODD dans votre gestion, avec bien entendu des exemples sur les questions donc de promotion du genre et aussi le développement du numérique dans les administrations locales? Question au PRD. Merci, madame. Nous pensons que la prise en compte des actions des communes dans l'atteinte des ODD est très, très importante dans la mesure où les services sociaux de base, tels que la santé, l'éducation, la culture et bien d'autres domaines de cet agenda, appellent l'implication des populations à la base. Et donc, au niveau du PRD, ce qui se fait déjà, c'est qu'il y a la prise en compte d'un certain nombre d'actions dans les PDC, c'est-à-dire les plans de développement communaux ou municipaux, visant à la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures de base, à savoir les centres de santé, les maternités. Je ne veux pas rentrer dans la guerre des chiffres, sinon je vous avancerai que beaucoup d'écoles sont construites, des modules de salle, des modules de classe équipés entièrement avec des latrines sont construites au niveau des communes qui sont gérées par le PRD. Le PRD, les communes du PRD ont, au niveau de l'école, de l'éducation, construit même, avec l'aide des populations, des collèges. J'en veux pour preuve ce qui se passe actuellement à Missérété, où on est passé de 2 collèges à 6 collèges grâce au dynamisme des conseils de cette commune-là, qui vise donc à atteindre les objectifs de développement durable. Nous pouvons dire également dans le secteur de l'éducation que dans nos communes, on facilite le renforcement de la capacité des élèves. On paye même, sur le budget des communes, des enseignants. Dans les centres de santé, on paye les infirmiers, les sages-femmes pour aider les populations. Et même qu'il y a des caisses de solidarité qui sont créées pour la prise en charge des malades indigents, toutes choses qui participent, n'est-ce pas, à l'atteinte des ODD. D'accord. Le numérique et la promotion du genre. Mais la promotion du genre, les femmes qui ont créé donc des organisations non gouvernementales, par exemple de production agricole, où nos mairies fournissent le matériel agricole à ces femmes, des intrants à haut rendement à ces femmes pour leur permettre d'accroître le niveau de leur production, donc pour avoir des revenus substantiels. Également, on aide les femmes à créer des activités génératives de revenus, ce qui leur permet de mieux soutenir leur foyer. Et ces choses-là participent également à
n'est-ce pas, l'atteinte des objectifs du millénaire. Le numérique, vous allez dans certaines de nos communes, vous allez voir par exemple des feux tricolores qui sont des feux intelligents, qui sont fabriqués sur place. Gracien Laurent Arambenou, de peur que vous n'ayez pas le temps donc pour vous prononcer sur le dernier thème, puisque vous abordez vos 3 dernières minutes, nous allons permettre à la FCBE de dire un mot déjà sur les ODD et revenir à vous évidemment sur le dernier thème. Merci beaucoup. Je pense que pour le niveau de la FCBE, nous allons d'abord auditer les PDC et voir en quoi nous pourrions intégrer les cibles priorisées par les ODD. Et dans un premier temps, la question du genre doit être prioritaire, et en ce sens que tout recrutement au niveau de nos mairies, à diplôme égal, les femmes seront privilégiées. Nous pensons également que la scolarisation des filles sera vraiment de mise, parce que actuellement, vous savez que au moment où on était au pouvoir, c'était en ce moment-là que nous avions pensé qu'il est normal que les filles soient scolarisées gratuitement. Et le dérèglement climatique fait partie de notre point de mire, parce que nous pensons qu'il est important de mettre en place au niveau de nos communes des forêts communales qui pourront permettre d'atténuer un tant soit peu les dérèglements climatiques. Et notamment, nous aurons également la mise en place des plans de développement urbain là où ça n'existe pas, et également des RFU, ce qui permettra d'aller au-delà donc des communes smart, parce que sans ces données, vous ne pourrez pas rendre très intelligents nos communes. Et l'eau et l'énergie restent des besoins des populations, puisque nous revenons de la campagne, et vous savez que ça fait partie des besoins de nos populations. Nous pensons que nous devons veiller aux côtés de l'État central à ce que nos communes soient effectivement gérées de manière à ce qu'on ait de l'eau et de l'énergie. Nous avions la chance d'avoir avec nous le ministre de l'Énergie. Je crois que ce n'est pas normal que nous ayons des communes vraiment à statut particulier dans lesquelles nous avions des toiles d'araignée et où vous n'avez pas l'eau à 100% toute la journée. Ça, c'est pas normal pour l'atteinte des ODD. Nous pensons également que la promotion des énergies renouvelables reste un challenge, parce que nous devons tenir compte de nos possibilités locales et de nos gisements énergétiques. On va justement passer à Donald Jean-Claude Rousseau. Au niveau du BR, qu'est-ce que vous proposez en stratégie, en action sur ce sujet? Alors, si vous permettez, mon collègue qui vient de parler, je ne sais pas s'il a suivi toutes les actions que le gouvernement a mises en œuvre à Kobe et dans toute sa région, puisque j'ai personnellement inauguré beaucoup d'infrastructures, et beaucoup de régions du Bénin peuvent même en être jaloux. D'ailleurs, la prochaine fois, le gouvernement va construire une centrale solaire, la première, de 25 MW dans la région, à Aïlou-Lofi, à côté de Pobé. Donc, de ce côté-là, on ne peut pas dire que Pobé n'est pas servi. Il va continuer à le faire comme toutes les communes du Bénin. Ce qu'il faut noter, c'est que la volonté du gouvernement, à travers des investissements importants au niveau donc, des objectifs de développement durable pour atteindre l'agenda 2030, s'est traduite par beaucoup d'actions aujourd'hui en cours. Et d'ailleurs, pour l'eau potable, par rapport à une anticipation de 9 ans par rapport à ce qui était prévu. Ce qui est, après diagnostic, comme je vous l'ai dit, le Bloc républicain a pris le parti d'aller droit au but à travers une innovation. Parce qu'on ne peut pas faire autrement dans un régime de rupture. Cette innovation consiste à mettre en place ce qu'on a appelé les plateformes communales des ODD, avec 3 axes. Premier axe, c'est une première cellule qui sera chargée du suivi des investissements du gouvernement dans le cadre de l'atteinte des objectifs des ODD, parce que ces actions sont dans les communes. Et il faut
qu'il y ait un suivi, qu'il y ait une coopération encore plus forte entre l'État central et les communes par rapport à ça, pour que, de manière rationnelle et efficace, on puisse utiliser ces ouvrages. Deuxième proposition, deuxième cellule, c'est une cellule chargée de rechercher, je dirais, et d'obtenir surtout, parce qu'il ne suffit pas de rechercher, mais il faut surtout réussir à le faire, des financements mis en place par des organismes, parce que ça existe par rapport aux EDD, il y a des financements qui existent au niveau international. Donc cette cellule aura en charge d'aller chercher ces financements pour des projets locaux. Par exemple, en ce qui concerne les fonds verts, pour les actions d'atténuation climatique. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais une troisième cellule qui sera chargée de ce qu'on a appelé l'arrimage des communes BR à la commune de Bonou. C'est pour ça d'ailleurs que nous voudrions que toutes les communes deviennent BR pour plus de facilité. Pourquoi la commune de Bonou? Parce que la commune de Bonou a été retenue comme commune du millénaire par le programme des Nations Unies pour le développement pour implémenter tous les 17 objectifs des ODD. Donc, arrimer à Bonou permet donc de tirer avantage de tout ce qui va être fait dans ce cadre. Donc, vous voyez, de manière claire, nous mettons en place ce PCODD pour pouvoir booster les réalisations. D'accord. Alors, à l'UDBN, à présent, on a 60% des objectifs du développement durable qui relèvent des compétences communales. Pour mobiliser les fonds, puisqu'il s'agit d'un programme mondial, quel dispositif vous mettez en place? Ces fonds semblent être disponibles, comme le dit Dona Jean-Claude Roussou. Non, je pense que peut-être que vous l'avez mal compris. Moi, j'ai la faiblesse et au-delà de la faiblesse de croire que ces fonds, l'État fait l'effort de les mobiliser et qu'il ne faut pas partir de ce plateau en disant oui, ces fonds sont déjà disponibles, comme si c'est une facilité à avoir, surtout que les communes ont un rôle à jouer pour être prêts, comme je l'ai dit, quitte à ce que les ODD, c'est des engagements qui sont pris au niveau de l'État. C'est en cela que, je répète, les communes, pour se développer, doivent... Les communes n'en sont pour rien, c'est ce que vous voulez dire. Non, les communes doivent savoir que si elles échouent, elles créent des problèmes à l'État central. C'est de cela qu'il s'agit. Oui. Comment pour ne pas échouer? Alors, pour ne pas échouer, c'est qu'il faut déjà, au niveau des communes, utiliser les outils modernes de travail. Lorsque vous avez audité l'appareil administratif, et vous savez qu'à chaque niveau stratégique, vous avez des gens compétents, les manuels de procédure, les outils technologiques qui sont utilisés sont à la pointe, et que vous ne faites pas une politisation à outrance de cette administration, et que le département recherche qui s'ajoute à la direction planification et développement pour ne pas créer d'autres organes, comme j'en entends sur ce plateau, eh bien, vous pouvez facilement jouer votre rôle pour l'atteinte des ODD. Lorsque vous prenez par exemple l'ODD 5, égalité entre les sexes, le premier pas à faire, ce n'est pas d'aller au conseil communal pour dire après, on veut faire la promotion des femmes. C'est déjà de positionner beaucoup de femmes pour qu'elles soient là. Tout le temps, on a construit au registre des services sociaux de base, des infrastructures marchandes, des marchés. Mais pourquoi on n'a pas compris pourquoi les femmes ne l'utilisent pas suffisamment? Parce que vous avez une, deux, trois femmes dans les conseils qui n'arrivent pas à s'imposer. L'UDBN a positionné le maximum de femmes pour ça, et des femmes compétentes. Et lorsque vous avez vous-même, et il y a une autre dimension pédagogique de la chose, lorsque vous êtes le seul parti présidé par une femme, et que la femme elle-même n'est pas arrivée là, par faveur, parce qu'elle a fait un parcours assez impressionnant pour en être là, elle s'est battue pour ceux qui étaient au dialogue politique, pour que même dans notre constitution, on en arrive à un pas géant dans la promotion féminine, ça peut aider. Et le parti a une école qui met l'accent sur la formation des jeunes filles. Lorsque vous prenez le numérique, s'il vous plaît. Très rapidement, parce que vous égrenez là vos dernières minutes, vous êtes dans vos 3 dernières minutes. On propose on positionne beaucoup de jeunes aussi, parce que lorsque le numérique ne rencontre pas sa cible dans les communes, dans les conseils communaux, vous ne pouvez pas y arriver.
Aujourd'hui, on a parlé de reddition de comptes, de redevabilité. Si on ne va pas au numérique, on ne va pas amener les maires à se dire c'est au jour le jour qu'il faut même rendre compte de ce qu'on a envie de faire à la tête des communes. Et j'en aurais fini sur ça lorsque j'aurais dit il faut que tous les conseils communaux, que ce soit les conseils communaux contrôlés par l'UDBN ou pas, qu'on instaure des tables rondes régulières, des start-up dans les communes qui utilisent essentiellement le numérique. Vous allez voir, si les jeunes sont là et qu'on l'utilise, on va pouvoir y arriver. Julien Kitty, on va vous laisser le temps de dire un mot sur la 5e thématique tout à l'heure avec le nombre de minutes qui vous reste. Lazare Serhuetor, la dématérialisation et le numérique au profit de nos villes. Ça se passe à l'UP aussi? Oui, tout à fait. Et je ne cesserai pas de répéter deux choses. La première, que la prochaine mandature doit être placée sous, l'emblème de la promotion de l'économie locale. L'ensemble des objectifs de développement dont vous parlez, la plupart sont liés aux questions de pauvreté, en réalité, à l'accès aux biens sociaux de base, à l'accès à un certain nombre de services tels que le numérique. Nous avons un État aujourd'hui qui, grâce au PAG, fait de grandes réalisations. Notre territoire national est aujourd'hui en plein maillage. Et nous atteignons à une situation où, quel que soit l'endroit où on est sur le territoire national, on pourrait avoir le haut et le très haut débit. Alors ça signifie pour les communes que nous avons simplement à gagner en efficience, en réorganisant nos services pour pouvoir profiter de cette situation, de cet état de grâce que nous avons aujourd'hui, qui est que nous avons un gouvernement qui fait de grands investissements qui nous permettent d'aller très vite dans la réalisation des ODD. Sur la question de genre, je voudrais insister sur le fait que beaucoup de gens pensent que parce qu'il y aura des femmes dans les conseils communaux, les problèmes sont réglés. C'est faux. Au niveau de l'Union progressiste, nous pensons que c'est l'identification des problèmes qui empêche les femmes d'être véritablement dans des positions de discussion d'égal à égal avec les hommes. C'est l'identification de ces problèmes et leur résolution. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas du nombre de femmes qu'on a placées dans des communes où on sait très bien qu'elles ne pourront pas réussir qu'il s'agit. L'Union progressiste a déjà identifié ces problèmes ou c'est maintenant que ça sera fait? S'il vous plaît, l'avantage que l'Union progressiste a par rapport à d'autres, il y a d'autres qui se croient premiers parce qu'ils n'ont jamais couru. C'est que nous avons l'expérience. Nous avons des gens d'expérience. Nous avons géré des communes. Nous avons eu le temps de connaître les problèmes concrètement, pas dans les documents, pas dans des études, mais nous les avons vécus. Et nous avons capitalisé les difficultés que les communes ont eues. Et c'est pourquoi nous avons pensé que pour la prochaine mandature, les deux objectifs, la promotion de l'économie locale et l'encadrement des élus pour que chacun ne fasse plus ce qu'il veut. Les 17 années ont permis à beaucoup de gens de faire ce qu'ils veulent. Maintenant, il faut qu'on fasse de l'arrimage avec l'État central et qu'au niveau local, nous puissions gagner en efficience et que nous puissions nous concentrer sur les problèmes des populations. Parce que la pauvreté et l'extrême pauvreté est galopant dans notre pays. Nous ne pouvons pas résoudre ça si nous ne donnons pas une meilleure importance à la production des richesses. Bien. Chers invités, ce sera le dernier tour de table cette fois-ci avec le thème donc de la diplomatie communale. Juste pour rappel, pour ceux qui n'ont pas encore entamé donc, leurs 3 dernières minutes, et les autres également qui ont peut-être entamé ce temps-là, vous avez l'occasion de dire un message, d'adresser un mot, en même temps, tout en répondant à la question qui vous sera posée, parce qu'on ne va pas faire un dernier tour de table, donc ce sera ce seul tour de table-là. Alors, on va passer, bien entendu, à cette dernière thématique qui concerne la coopération décentralisée, la diplomatie communale, à 2 grands axes, vous le savez bien, l'intercommunalité et la coopération décentralisée. Quelle touche? Et nous commençons par l'UDBN. Quelle touche donc compte apporter ce parti-là dans le domaine, Julien Kitty? Oui, l'UDBN a sérieusement réfléchi à cette question. C'est pourquoi tous ceux qu'il envoie là-bas sont préparés pour.
y compris, et c'est ma petite parenthèse, dans le domaine du genre. C'est parce que l'UDBN a déjà donné la preuve de femmes compétentes que maintenant nous pensons qu'il faut passer au grand nombre de femmes compétentes avec les outils qui permettent d'avoir le résultat. Donc on connaît le contenu, on sait ce qu'il y a à faire et on a dit on veut maintenant faire la thérapie de choc nous-mêmes. Et là, c'est pour rassurer mon co-débatteur d'à côté. Alors ensuite, sur la coopération décentralisée, il y a 3 petites choses à faire. La première des choses, c'est d'imposer la bonne gouvernance. Vous savez, la coopération décentralisée, elle fait intervenir les partenaires étrangers avant d'en arriver à l'intercommunalité. Et ceux-là voulaient traiter directement avec les communes parce qu'ils pensaient que ça allait être plus clean, plus transparent. Et donc, puisque la malgouvernance s'est transportée vers là, il faut tuer ce mal-là pour rassurer, pour qu'il n'y ait plus de 10%, 15% sur l'achat de bulldozers qui vont se retrouver dans les maisons des maires. C'est tout. Lorsque vous avez fini de faire ça, il faut avoir une bonne diplomatie. Julien Kitty, vous avez 30 secondes. D'accord. Y compris celle que vous venez de prendre. Alors, elle ne s'y ajoute pas. D'accord. Rassurez-vous. 30 secondes. Alors, dans ces 30 secondes, j'ai envie de dire ceci. Lorsque vous avez donné la preuve également que vous pouvez avoir une grande diplomatie, et ça, la présidente de l'UDBN en a donné la preuve à l'international, j'ai envie de dire simplement aux militants de l'UDBN et à tout le peuple béninois, ceux et celles qui tardent encore à rejoindre la barque UDBN, que c'est le moment, c'est notre moment de prendre les communes le maximum, et on va les prendre à partir du dimanche 17. Alors, plusieurs communes qui peuvent se mettre aussi ensemble dans le cadre de la coopération décentralisée pour financer des services différents. Donna Jean-Claude Oussou, en 17 ans de décentralisation, ça n'a pas très bien marché. Est-ce que le BR dans les communes, ça va changer? Effectivement, vous avez raison de dire que pendant 17 ans, ça n'a pas fonctionné ou pas bien fonctionné. C'est pour ça que nous avons décidé, le Bloc républicain, à travers 2 outils. Le premier, c'est la recherche de partenariat, un comité communal de partenariat, de recherche de partenariat, qui va se baser en fait sur la diaspora. Parce que chaque commune a des enfants, des filles et fils qui sont un peu partout dans le monde et qui peuvent être des acteurs, des vecteurs en fait de coopération. Et ça, une cartographie claire par commune est réalisée et va nourrir cet aspect-là. Deuxièmement, c'est mettre en place ce que nous avons appelé le programme de dynamisation des associations intercommunales. Alors, elle aura en charge effectivement de créer des communautés de communes qui sont proches, mais également qui sont lointaines et qui ont des similitudes. Je prends par exemple les communes à caractère ou à statut particulier. Nous avons obtenu la semaine dernière la publication du rapport des performances de l'utilisation du Fonds d'aide au développement, le Fonds FADEC. Et on a par exemple Parakou qui est 3e, Cotonou 11e et Porto Novo 30e, donc dernier des 3 villes à statut particulier. On doit pouvoir être en capacité, c'est-à-dire Porto Novo, aller chercher à Parakou qu'est-ce qui a fonctionné pour que Parakou soit mieux placé que Porto Novo. Donc c'est ce partage-là qui est important. Donc, oui. ce que je vais dire, vous avez vu à travers l'intervention du Bloc républicain que nous avons une vision, nous avons une boussole, nous avons un projet pour chaque commune. Il n'y aura donc pas de tâtonnement, il n'y aura pas de navigation à vue et il n'y aura pas d'improvisation. C'est pourquoi il faut massivement, je dis bien massivement, voter pour le Bloc républicain le dimanche 17 mai 2020. Parce que quand c'est vert, ça passe. Quand c'est vert, ça avance toujours. Je vous remercie. Vous avez encore quelques minutes au chrono, quelques secondes au chrono. Nous sommes en train de vivre une pandémie Covid-19. Vous avez un petit mot sur ça pour les populations? Évidemment, mon mot à travers le Bloc républicain, c'est de rappeler à nos concitoyens, en sortant massivement le dimanche prochain, de prendre toutes les précautions nécessaires, les mesures préventives qui sont prévues. Merci à vous. Au PAD, à présent, coopération décentralisée, intercommunalité. Et je rappelle que c'est l'occasion de
d'adresser un mot aux militants. Ce ne sera plus possible donc de revenir pour cela. Merci Madame. En termes de coopération décentralisée, je ne sais pas d'où le ministre tient son résultat, quelles sont les méthodes qui ont été utilisées dans son résultat, ou Porte-Nouveau 30e. Porte-Nouveau 30e, pas dit que Porte-Nouveau est le mauvais élève de la coopération décentralisée. Mieux, le PRD fait beaucoup d'efforts en termes de coopération décentralisée parce que nos mairies sont parvenues à nouer des relations avec beaucoup de communes étrangères. Et ça rapporte des fruits pour la commune de Porte-Nouveau, les autres communes qui sont gérées par le PRD. Ça, nous sommes à l'œuvre depuis 17 ans et nous avons des résultats probants qui nous reconfortent, qui confortent nos populations et qui nous font confiance pour dire que nous voulons mieux et qu'avec le temps, on aura davantage de résultats. Donc, en matière de coopération décentralisée, nous allons améliorer nos relations avec les pays voisins, nous allons améliorer nos relations dans le cadre de l'intercommunalité avec les communes environnantes, même avec les communes à travers tout le pays. Alors, j'en aurais fini en disant que nous sommes devant l'histoire. Vous connaissez bien le PRD. Depuis 30 ans, le PRD est avec vous et fait le combat politique, le combat de l'enracinement de la démocratie au Bénin, le combat de la paix dans le pays. Le meilleur geste, c'est d'aller voter pour le PRD le dimanche prochain pour porter massivement ces candidats dans nos communes afin de continuer de bénéficier de leur capacité intrinsèque d'aider nos populations, de leur offrir les services sociaux de base de qualité. Merci. 30 secondes encore. Oui, et le PRD, justement aussi, qui participe comme tous les autres participants, et nous aussi, avec le masque, à ce débat, justement parce qu'il y a cette maladie-là. Vous dites quoi à ce sujet? C'est triste, cette maladie. Je crois, du fond du cœur, que ça passera. Comme on le dirait, c'est le nazisme, ça passera. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est d'observer déjà les règles qui sont préétabli et que tout le monde aille voter avec son masque dimanche prochain. On passe à la FC2, la coopération décentralisée chez vous comme facteur de développement local. Cela prend quelle forme en réalité à la FC2? Merci beaucoup. Avant d'aborder cette question, je voudrais juste rappeler à Monsieur le ministre que effectivement, Pobet a bénéficié ces derniers temps donc des inaugurations d'un certain nombre de sites énergétiques. Mais je voudrais aussi lui dire, peut-être qu'il n'a pas reçu les fiches, qu'il y a dans Pobet un arrondissement qui n'est pas électrifié. Peut-être qu'il n'est pas informé. L'arrondissement d'Akoyeye reste sans énergie alors que c'est pratiquement l'arrondissement par lequel vous avez toute la navigation entre le Nigeria et le Bénin. Vous êtes candidat? Je suis candidat de Pobet et je viens de cet arrondissement, c'est pour cela que j'ai été en retard. Il vous a entendu? Oui, il m'a entendu et Pobet reste aussi la commune où vous avez beaucoup de toiles d'araignée et le maire que je suis, je crois que le premier pas que je ferai, c'est vers le ministre de l'énergie. Et pour vous dire... La coopération État donc... et commune, la coopération décentralisée. Oui, je sais que j'allais en revenir à cette question pour dire que notre leitmotiv par rapport à cette coopération, c'est beaucoup plus la diplomatie entre nos communes frontalières et les pays qui nous sont vraiment frontaliers. Donc ça, c'est le plus important parce que nous en avons besoin. Nous ne pouvons pas être à côté du Nigeria, notamment dans la commune de Savé sans profiter de l'État d'Ibadan. Nous ne pouvons pas être à Pobet sans profiter de l'État d'Ogun. Ça, c'est très important pour la coopération décentralisée. Nous pensons également qu'il est important de promouvoir l'intercommunalité. Vous savez que nous avions des problèmes de découpage territorial. Et ça, à travers l'intercommunalité, nous pensons régler un certain nombre de problèmes et permettre à ce que les communes puissent profiter de leur proximité et également régler les problèmes de gestion des équipements de service. Et puisque nous sommes proches de la fin, je pense qu'il est important d'appeler nos militants à être très
rigide et continuer d'être audacieux parce que le chemin reste très long. Le chemin est long parce que nous avions les élections communales et qu'on a voulu être national parce que, comme l'avait rappelé tout à l'heure, il y a la question de parrainage. Nous pensons qu'à travers ces élections, nous aurons le nombre de voix qu'il faut pour que l'opposition puisse proposer un candidat pour les élections prochaines. Puisque c'est très important de le rappeler, nous avions plusieurs challenges à travers ces élections et c'est pour cela la participation de la FCBE a été pour nous une opportunité. Parce qu'il n'est pas normal qu'on dise que la FCBE est un bloc. La FCBE, je rappelle, n'est d'aucun bloc. La FCBE est unique et il reste un parti de l'opposition, va rester parti de l'opposition. Donc, je voulais rappeler à nos militants qu'il est important de faire en sorte que la FCBE puisse gagner beaucoup plus de mairies qu'elle en avait et que la démocratie puisse triompher et puisse être restaurée. Merci. À présent, l'UP, quelle clé pour dynamiser la diplomatie communale? Je pense qu'il y a d'abord à renforcer l'intercommunalité. Il y a énormément de complémentarité entre nos communes dont il faut profiter et qu'il faut renforcer au lieu d'aller chercher très loin ce que nous avons parfois juste à côté. Et de ce point de vue, vous voyez par exemple les compétences techniques. Tout le monde se plaint qu'il n'y a pas assez de compétences techniques dans chaque commune. Or, il est possible d'avoir des pôles d'experts, des pôles de techniciens qui s'occupent de plusieurs communes à la fois et qui permettent à différentes communes de résoudre leurs problèmes et de mettre ensemble ces problèmes-là et de les voir résolus. Je vais insister aussi sur la coopération décentralisée avec les pays africains qui sont autour de nous, ou les pays du Sud, comme on le dit. Regardez le Nigeria. Il est possible aujourd'hui du Bénin, disons, de nourrir le Nigeria. Le Nigeria a beau fermer ses frontières, le Nigeria a beau mettre en place des programmes de développement de l'agriculture, la population du Nigeria est telle que nous pourrions, dans une coopération décentralisée, enrichir davantage nos communes. Je prends le cas de Ouessé, qui est à quelques 100 km de Tchaki, qui est 2 fois plus peuplé que Parakou. Il y a un marché naturel à 100 km pour tout le département des collines, mais qu'on ne voit pas. Alors, pour ce qui est de la coopération internationale, il faudra noter que nous veillerons à réduire les voyages improductifs de nos élus pour aller juste orner les séminaires et autres. Il s'agit d'aller chercher, aujourd'hui à l'ère du numérique, il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir sans se rendre dans ces pays-là. Et il faut réduire la tendance à transformer le Bénin en dépotoir de machines obsolètes et développer justement de l'offre que nous amenons aux autres aussi et veiller à ce que... Nous ne les fabriquons pas ces machines, donc il faut bien pouvoir les trouver quelque part. Lorsque nous avons des scanners à 4 barrettes ou plus en fonction ailleurs et qu'on nous importe des scanners à 1 barrette, c'est un dépotoir. On transforme ce pays en dépotoir. Moins de 30 secondes. Alors les 30 secondes, je vais les utiliser pour dire aux électeurs, l'UP a une chance exceptionnelle, c'est d'avoir pratiqué. Nous ne sommes pas des gens qui n'ont pas pratiqué, nous ne sommes pas des gens qui ont lu dans les livres. Faites-nous confiance. La meilleure chose que vous pourriez faire le dimanche, c'est de voter UP, si vous aimez votre commune. Merci. Merci, chers invités. Madame, Monsieur, vous en savez davantage sur les propositions des 5 partis politiques en course pour les communales et municipales pour promouvoir la démocratie et le développement à la base. C'était l'objet de ces échanges organisés par la HAC et l'ORTB avec la collaboration de E-Télé et des autres médias associés à cette campagne électorale médiatique. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite de processus à tous.